Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux avec aujourd'hui, à la place de l'habituelle revue Asie-Pacifique, la suite et dernière partie de l'interview d'Émeric Collard, chercheur français en psycho et neurolinguistique, qui est en train d'achever son contrat de post-doctorat de 2 ans à l'Academia Sinica. Florian et moi, nous avons reçu Émeric Collard à la radio il y a quelques semaines. Il est d'abord revenu sur les politiques linguistiques et en particulier sur la promotion des langues autochtones à Taïwan dans le cadre d'une émission spéciale sur la transmission des langues autochtones qui comprenait également l'interview d'une professeure de Taïwan à l'école expérimentale de Tuban dans le comté de Taidong. Nous en avons également profité pour l'interroger sur son parcours, sur sa thèse à Taïwan et sur ses sujets de recherche, et vous pouvez retrouver sur notre site internet les 2 premières émissions, les décryptages, qui ont déjà été réalisés par Florian sur les recherches d'Émeric, en particulier sur les variations du mandarin dans l'expression de la temporalité. Il s'est ainsi intéressé au mandarin tel qu'il est parlé à Taïwan, avec des structures comme yo plus verbe, en montrant que cet usage n'était pas un équivalent du le et en tentant d'expliquer le sens exprimé par cette construction. Il a aussi mené des études psycholinguistiques et neurolinguistiques sur la construction yo plus verbe qui ne sont pas encore publiées. Dans les émissions de Florian, vous pourrez aussi découvrir les recherches d'Émeric sur le et le guo, 2 marqueurs du passé en mandarin qui expriment, selon le chercheur, différentes facettes cognitives du temps passé. Il a d'ailleurs utilisé les ondes cérébrales pour tester cette hypothèse avec de très bons résultats. Les liens vers ces émissions seront insérés dans l'article d'aujourd'hui. Et enfin, si vous n'avez pas suivi l'émission au micro de RTI de mardi dernier, je vous invite vivement à aller l'écouter avant de suivre celle d'aujourd'hui, qui n'est autre que la 2e et dernière partie de l'interview avec Émeric Collard. La semaine dernière, j'avais notamment demandé à Émeric de déconstruire une idée reçue assez répandue selon laquelle les locuteurs du mandarin utiliseraient une autre partie de leur cerveau par rapport à l'utilisation d'autres langues. Émeric nous avait expliqué que cette idée était fausse, tout en comportant tout de même une part de vérité, puisque les zones mobilisées pour le langage sont les mêmes pour toutes les langues, à l'exception près d'une zone supplémentaire dans l'hémisphère sud qui est activée pour traiter les tons, que ce soit pour le mandarin donc, mais aussi pour d'autres langues tonales. Il avait aussi présenté la manière dont il s'était intéressé à la notion de temporalité dans le mandarin avec des mots ou particules comme le, yo et guo, des mots qui peuvent tous indiquer le passé mais qui selon lui évoquent toutefois des différences subtiles. En fait, il y a 3 variables, mais pour situer géographiquement, avec les ondes cérébrales, c'est juste de l'à peu près. On ne peut pas dire à quelle région du cerveau exactement ça... Donc je me suis rendu compte que le et ko étaient totalement séparés. J'avais aussi fait une expérience avec yo et c'est encore un autre résultat. Donc les 3 ont vraiment 3 choses différentes. Et le ko ressemble beaucoup plus à ce qui se passe dans les langues indo-européennes. Émeric avait aussi expliqué qu'il n'existait pas encore d'études neurolinguistiques sur les langues formosanes, que ces démarches étaient assez compliquées à mettre en place pour des raisons logistiques, car les zones autochtones sont plus éloignées et donc difficiles d'accès. Il y a aussi d'autres contraintes, et notamment le fait que les études neurolinguistiques qu'Émeric a menées pour le mandarin ont été faites sur des locuteurs d'une 20aine d'années, tandis qu'en raison de la perte très rapide des langues autochtones, il faudrait aller chercher des locuteurs d'une 60aine d'années pour qu'ils soient à l'aise dans leur langue et avec la grammaire, qui elle aussi se perd chez les locuteurs plus jeunes. J'ai commencé par d'abord la psycholinguistique. Plusieurs raisons. C'est que mettre en place une expérience neurolinguistique est beaucoup plus compliqué qu'une expérience psycholinguistique. Après tout, comme j'ai dit, en fait, la psycholinguistique, c'est juste, je te demande de faire quelque chose. La neurolinguistique, je te fais porter un casque en même temps que tu fais cette chose. Donc, en fait, il y a quelque chose en plus. Et la deuxième raison, c'était, ce protocole expérimental fonctionne avec les langues indo-européennes, mais en fait, les participants, c'est des étudiants qui ont une 20aine d'années. Pour le chinois, c'est des étudiants d'une 20aine d'années. Mais est-ce que ce même protocole expérimental pourra fonctionner avec des gens qui ont plus de 60 ans? Donc, ça valait pas le coup de débarquer tout de suite avec des casques, avec tout le matériel, et il fallait d'abord tester si ça marchait. Il existe aussi d'autres barrières qui sont plus d'ordre institutionnel, qui rendent difficile la mise en œuvre d'expériences neurolinguistiques sur les langues formosanes. Dans l'idéal, si on pouvait faire ça, ça serait bien, mais il y a plein de challenges en plus. Comme j'ai dit, la mise en place de ces expériences sont plus compliquées, dans le sens où il faut vraiment un laboratoire, un peu comme ce studio. Il faudrait un studio comme ici, où on n'entend aucun autre bruit extérieur, où même les fils électriques qui sont utilisés dans les laboratoires de neurolinguistique à Taïwan sont différents de l'installation électrique dans d'autres endroits. Ensuite, il faut aussi se dire qu'une expérience en psycholinguistique,
allez, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est terminé. En neurolinguistique, tu en as pour 2 ou 3 heures. Un autre challenge qui a pour des questions éthiques, c'est-à-dire que quand on passe aux expériences neurolinguistiques, il faut qu'on passe par d'autres comités éthiques, notamment par le comité des affaires aborigènes. Et les règles ne sont pas vraiment claires, du coup, on ne sait pas plus sur quel pied danser. Ils demandent par exemple qu'on construise un dossier pour le ministère, et ensuite on a des réunions au ministère, et le ministère pense que oui, on a le droit, cette expérience n'est pas dangereuse en soi. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut faire plusieurs réunions d'information dans les villages. Donc une première réunion d'information, et cette réunion d'information, il faut qu'il y ait au moins, je sais plus si c'est la moitié des habitants ou les 3/4 des habitants qui soient là. Sinon, ça compte pas. Ensuite, il faut leur laisser du temps pour qu'ils puissent cogiter entre eux, et pour revenir faire une autre réunion où là, ils vont voter. Sauf que aller au village, c'est quand même... En fait, c'est... Ça prend toute une journée pour aller jusqu'au village. Toute une journée. Je comprends pourquoi ils veulent faire ça, c'est très important. Faut pas que les gens y aillent pour faire n'importe quoi, donc je comprends qu'il y a besoin de ces protections. Le problème, c'est que c'est tellement contraignant qu'il faut toute une journée pour aller au village. Ensuite, est-ce qu'ils vont voter? Est-ce qu'ils sont tous là? Est-ce qu'ils sont tous là à la réunion? Et surtout, on a d'autres travail en plus. Si on avait que ça à faire, pourquoi pas? Émeric nous a aussi expliqué qu'une des limites en psycho et en neurolinguistique était qu'il y avait un problème de représentation des langues qui servent de base aux études quantitatives. Il s'est ainsi penché sur des études présentées dans 7 conférences de psycho et de neurolinguistique pour mieux comprendre cette limite et a pu ainsi montrer que la moitié des études se basaient en effet sur l'anglais et qu'une autre grande partie se basait sur d'autres langues indo-européennes et beaucoup moins sur d'autres langues. Il estime qu'il existe aussi un biais sociolinguistique puisqu'il y a seulement 5% d'études sur des langues qui ont un statut sociolinguistique moins affirmé que les autres. Pour nous faire une idée, Émeric nous a indiqué qu'il y avait eu seulement 8 études psycholinguistiques et neurolinguistiques menées dans des langues austronésiennes de Taïwan, alors que sur la période 2012-2023, il y avait eu plus de 4000 études sur l'anglais. De cette coopération est né un article qui a été publié en 2023. Le Paiwan a été sélectionné pour plusieurs raisons. La première, c'est par rapport à ses propriétés grammaticales, qui sont que pour exprimer le passé, il y a un morphème, un clitique, donc c'est na, qu'on met juste avant le verbe, et qui est acceptable après un adverbe de temps du passé, mais pas acceptable après un adverbe de temps du futur. Et l'analyse de ce marqueur, c'est qu'il ressemble beaucoup au le en chinois. En fait, c'est pour marquer quelque chose de perfectif. Et j'avais fait une expérience en psycholinguistique avec le, et je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement, c'était plus difficile de juger le quand il était après un adverbe de temps du futur. Donc ma première hypothèse, c'était que si c'est vraiment la même chose, ça sera plus difficile de juger na en Paiwan après un adverbe de temps du futur. Et on a comparé ça avec un autre marqueur qui est uri. Donc uri, ça se place aussi juste avant le verbe, et il est acceptable après un adverbe de temps du futur, mais pas après un adverbe de temps du passé. Donc c'est le contraire de l'autre marqueur. Et uri est là pour exprimer un événement qui n'existe pas. Donc c'est pas pour exprimer du futur, mais pour exprimer un événement qui n'existe pas. Et ça, certaines personnes, en psycholinguistique, en psychologie et en linguistique, pensent que l'expression d'un événement du futur est plus complexe qu'un événement du passé. La raison, c'est que quand c'est un événement du passé, c'est quelque chose qui existe déjà, qui est immuable, on ne peut pas le changer, donc c'est très fixe, et du coup c'est simple à conceptualiser. Un événement du futur, c'est hypothétique, il faut imaginer, c'est un monde qui n'existe pas encore, donc il faut plus d'imagination, il faut plus d'étapes pour arriver à le conceptualiser. Et donc grâce à ça, on a eu 2 hypothèses. La première hypothèse, c'était que na, qui est relié au passé, sera plus compliqué du fait que ça soit imperfectif, comme on a déjà trouvé pour le, et donc pas forcément pour uri, parce que lui, il n'a rien de perfectif ou quoi que ce soit, c'est encore autre chose. La deuxième hypothèse, c'était que si vraiment l'événement du passé c'est plus simple que le futur, pour na on ne trouvera pas de différence quand il est grammatical ou pas, on en trouvera pour uri, parce qu'il faut cette étape en plus pour essayer de conceptualiser cet événement quand il n'est pas grammatical. Et nos résultats, on a vu qu'en fait c'est le na perfectif qui est plus problématique que uri. Maintenant qu'il a fini son contrat de post-doctorat, Émeric aimerait continuer ses recherches en psycho et en neurolinguistique sur les langues formosanes, mais il nous a expliqué que la poursuite de ses recherches était soumise à diverses contraintes académiques. Malheureusement, dans le système académique actuel, on demande qu'il y ait beaucoup de publications. Donc on réfléchit aussi, est-ce que ça vaut le coup d'un point de vue académique? C'est-à-dire si je prends 2 ou 3 ans pour faire une expérience qui mènera à une publication, entre-temps, imaginons que je travaille sur l'anglais, sur le chinois, sur l'espagnol, sur n'importe quoi, où c'est beaucoup plus simple.
Là, je pourrais avoir 3, 4 ou 5 publications dans le même laps de temps. Donc, il y a des postes qui s'ouvrent en linguistique, en sociolinguistique, beaucoup dans l'enseignement de l'anglais, forcément, comme il y a la politique 2030 qui arrive. Donc, ils demandent beaucoup de choses comme ça. Et il n'y en a pas beaucoup en psycholinguistique et neurolinguistique. Alors, la raison, c'est que c'était à la mode, entre guillemets, il y a une quinzaine d'années. Donc, chaque université a recruté un psycholinguiste et un neurolinguiste. Et en fait, la place est déjà prise quelque part. Et tant que cette personne ne part pas à la retraite, ce qui est aussi à la mode en ce moment, c'est tout ce qui est phonétique expérimentale, phonologie expérimentale. Ça a à voir avec l'intelligence artificielle pour... quand on parle à notre téléphone et que c'est là pour retranscrire les sons, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe pour retranscrire les sons, pour l'implémenter dans les applications ou des choses comme ça. Alors, quoi que soit son prochain sujet d'étude, on souhaite une bonne chance à Aymeric Collard, qu'on remercie encore une fois d'être venu nous présenter son travail et ses recherches à l'antenne. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les émissions précédentes et interviews d'Aymeric Collard sur notre site internet et que tous les liens seront insérés dans l'article de l'émission d'aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.